Les rendez-vous Gesto sont organisés par l'Office international de l'eau à destination de la communauté des animateurs sages. L'édition de novembre 2019 portait sur la concertation préalable dans le cadre d'un sage. À travers ces 3 vidéos, retrouvez les présentations des intervenants. Donc bonjour à tous, Audrey m'a déjà présenté, donc voilà, Audrey Massot de la direction de l'eau et de la biodiversité. Petite subtilité, effectivement, il y a 2 Audrey dans cette webconférence, donc il y a Audrey de l'OIO qui anime et puis et moi-même au ministère de la Transition écologique et solidaire. Donc l'objet en fait de cette présentation là, c'est de rappeler effectivement le cadrage législatif et réglementaire qui encadre cette procédure de concertation préalable, avec un rappel plus global en fait du contexte général dans lequel s'inscrit cette nouvelle procédure qui a été pilotée au démarrage en fait par le commissariat général au développement durable, mais je vais y revenir un peu plus loin. Voilà, donc n'hésitez pas en fin de présentation ou comme disait Audrey à la toute fin de nous poser des questions. Voilà, plus la webconférence est interactive et plus ce sera intéressant. Donc je vais passer hop les slides. Alors, en termes de plan, donc simplement en premier point, donc comme je le disais, le contexte général avec les principales évolutions finalement législatives et réglementaires qui sont propres aux procédures participatives en général, en fait, dans le champ environnemental, et puis plus particulièrement, effectivement, dans le cadre des sages, donc ce qui nous intéressera d'autant plus. Le deuxième point sera vraiment concentré et focalisé sur la concertation préalable avec donc le détail de la procédure telle qu'elle a été pensée par la loi, donc enfin par l'ordonnance de 2016, mais j'y reviendrai dans le détail. Le troisième point sur la concertation préalable dans le cadre des sages, comment nous l'avons imaginé finalement avec le groupe de travail national sur les sages, avec lequel donc on a pu réaliser tout un travail de concertation et puis un travail technique pour savoir à quel moment il fallait bien introduire cette nouvelle procédure dans toute une démarche d'élaboration ou de révision du sage qui était déjà bien maîtrisé par les différents acteurs. Voilà, donc c'était vraiment un nouvel espace qu'il fallait s'approprier. Et puis la quatrième partie sera simplement un petit bilan avec des retours d'expérience très courts et puis surtout des pistes d'amélioration proposées avec le groupe de travail sur les sages que j'anime au niveau national. Alors, donc pour démarrer la première partie, donc il faut juste que je passe. Voilà. Alors, donc les principales évolutions législatives et réglementaires, donc qui ont trait vraiment, on va dire plus globalement en fait, au dialogue environnemental dans quelques projets ou plans programmes en fait. Hein. Donc tout ça en fait, ça a été l'occasion d'une réforme qui a été portée par le CGDD dans une commission spécialisée, qui elle-même en fait était une commission du Conseil national de la transition écologique sur la démocratisation du dialogue environnemental. Donc tout ça en fait a donné lieu à un rapport qui s'intitulait donc Démocratie environnementale, débattre et décider, qui avait été remis en fait le 3 juin 2015 par le sénateur Alain Richard, donc qui s'était fait rapporteur de ce rapport auprès de la ministre en charge de l'écologie donc à l'époque. Alors tout ça en fait faisait suite aux événements bien sûr qui vous ont, je pense, qui sont venus dans votre esprit là à l'instant. Donc bien sûr sur le barrage de Sivens et notamment donc le discours du président de la République qui a été prononcé les 27 et 28 septembre 2014 et qui appelait en fait à accomplir des progrès en matière de participation citoyenne, avec notamment donc cette idée, on va dire, de fond et qu'on retrouvera dans l'idée de concertation préalable. Oui, donc j'en étais restée effectivement aux événements barrage de Sivens qui ont particulièrement marqué hein, les médias et puis l'opinion publique, avec donc aussi également côté président de la République un discours qui avait été prononcé et qui appelait donc à faire des progrès sur la participation citoyenne en matière d'environnement. Donc avec vraiment cette idée vraiment qu'on retrouvera par la suite d'introduire un droit citoyen dans le domaine environnemental qui n'existait pas ou en tout cas qui n'était pas bien encadré au préalable. Voilà.
Donc là-dessus, on continue. Donc en fait, ce rapport sur la démocratie dans le champ de l'environnement, démocratie citoyenne, a donné lieu à l'ordonnance qui cadre vraiment la procédure de concertation préalable, en tout cas qui donne les grandes orientations. Donc cette ordonnance numéro 2016-1060 qui comporte en fait trois grands volets qui nous intéressent et qui ont introduit des modifications dans le droit actuel. Donc avec trois grandes modifications notables. Donc premièrement, l'introduction de tout un chapitre préalable dans le Code de l'environnement qui définit les objectifs de la participation du public. Donc à la fois, j'y reviendrai, mais participation en amont comme participation à l'aval des plans, projets, programmes. Le renforcement justement de la concertation en amont du processus décisionnel, donc avec l'idée que les enquêtes publiques qui intervenaient en fin d'élaboration des projets plans programmes étaient peut-être justement trop tardives par rapport aux enjeux et aux impacts sur l'environnement. Voilà, donc l'idée de faire ça bien plus à l'amont pour désamorcer pourquoi pas des enjeux, enfin des conflits qui peuvent se poser sur certains territoires. Et puis, troisième grand changement, c'est la modernisation également des procédures de concertation à l'aval. Donc ça, je vais y revenir juste après. Alors justement, sur les dématérialisations et les simplifications, on va dire, des procédures à l'aval. Donc je fais juste un petit focus ici parce que c'est pas du tout le cœur de la présentation, mais ça permet aussi de voir ce qui a été introduit par ailleurs. Donc à l'aval, on avait effectivement l'enquête publique avec toute l'importance que cette phase revêt, donc avec la mobilisation d'un commissaire enquêteur, mobilisation en présentiel avec les acteurs locaux, le public, qui se permet effectivement ce qui permet effectivement de se rendre compte d'enjeux qu'on n'aurait pas pu détecter dans des réunions sans aller sur le terrain, etc. Donc là, l'idée en fait a été à la fois de simplifier cette phase d'enquête publique, donc notamment en permettant d'avoir un accès Internet, une participation aussi Internet à cette enquête publique, avec donc cette idée que même les personnes qui ne sont pas sur le terrain directement peuvent se prononcer sur tel ou tel plan, projet ou programme. Alors c'était plutôt fait au départ pour les projets, mais c'est également le cas pour les plans et programmes. Donc l'idée voilà, de simplifier en mettant ça aussi sur Internet, l'idée de le renforcer également et de l'élargir à d'autres publics qui n'auraient pas été forcément touchés par l'enquête publique qui existait auparavant. Et puis le rôle du commissaire enquêteur qui a été également renforcé et puis réaffirmé surtout comme pierre angulaire du dispositif. Alors, donc ça c'était sur l'enquête publique. Toujours sur les procédures à l'aval, on a eu, pour ce qui nous concerne nous dans les sages, ce sera donc un peu plus intéressant, ce sont d'autres allègements notables qui ont été introduits, donc notamment, comme vous le savez, la procédure de révision du sage, ainsi que la procédure de modification d'ailleurs, n'est plus soumise à enquête publique, mais bien à une participation par voie électronique, donc une participation dématérialisée, avec l'intérêt effectivement de simplifier la procédure. La réduction également du délai d'enquête publique qui est passé à 15 jours pour les projets non soumis à évaluation environnementale. Donc ça nous concerne un peu moins. Et puis également la possibilité de recourir à une enquête publique commune pour des projets plans programmes différents. C'est-à-dire que si sur un même territoire, on a un projet, un plan ou un programme qui sont en fait coexistants, concomitants, la possibilité de faire une enquête publique conjointe, ce qui permet effectivement de renforcer, de simplifier et surtout aussi de renforcer le dispositif en lui donnant plus de visibilité à un moment donné. Voilà. Donc c'était juste une parenthèse. Tout ça est de toute façon bien décliné dans le décret d'âge sage du 4 octobre 2018 qui précise tout ça. Alors donc maintenant on passe vraiment à la deuxième partie sur la concertation préalable. Donc quel cadre juridique et puis pour commencer un petit historique législatif d'où vient finalement cette phase de concertation préalable. Alors en fait on l'a retrouvée, donc elle n'est pas du tout nouvelle d'un point de vue de la loi, puisqu'en fait, au départ, on l'a retrouvée plutôt dans le domaine de l'urbanisme, avec des textes petit à petit qui ont introduit la notion effectivement de démocratie locale et de consultation du public en amont des procédures.
Donc, il y a eu notamment la loi du 18 juillet 85 sur la définition et la mise en œuvre des principes d'aménagement. On a eu également la loi d'orientation pour la ville en 91 et puis la loi de solidarité et renouvellement urbain. Donc, je ne vais pas m'étaler sur ces lois, mais c'est simplement l'idée qu'elles ont introduit effectivement dans le champ de l'urbanisme une consultation assez en amont effectivement des citoyens dans les quartiers, etc. Et puis petit à petit, en fait, le champ de l'environnement s'est intéressé à cette concertation très en amont, avec notamment plusieurs grandes dates à noter. Donc tout d'abord la CNDP, donc on y reviendra plus tard, mais c'est la Commission nationale du débat public qui en fait organise, comme son nom l'indique, hein, les débats publics au niveau national et qui devient donc en 2002 une autorité administrative indépendante. Donc 2002, c'est la loi relative à la démocratie de proximité et qui se voit donc attribuer un rôle vraiment renforcé de conseil sur toutes les questions relatives à la concertation du public. Donc cette forme d'indépendance va lui permettre effectivement de conseiller et d'intervenir sur tout projet ou plan programme au niveau local lorsque un dialogue environnemental est nécessaire. On a eu ensuite donc la loi du 10 juillet 2010, donc la loi Grenelle 2, qui va introduire effectivement cette notion de concertation préalable et qui va donc en fait, c'est une notion qui est hors champ du débat public, donc qui va toucher en fait des projets ou des plans programmes qui n'auraient pas été justement dans le, on va dire, qui n'entreraient pas dans le champ en fait d'un débat public avec toute la dimension du débat public que cela comporte. Et puis pour finir, donc l'ordonnance de 2016, dont je vous ai déjà un peu parlé, qui va vraiment renforcer et encadrer cette procédure de concertation préalable. Voilà, donc c'était simplement pour replacer tout ça dans son contexte. Alors, donc cette ordonnance de 2016, voilà, donc elle porte réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement. Donc cette dernière phrase est importante, ce dernier morceau de phrase, puisqu'effectivement, en fait, le champ de cette concertation préalable, c'est ce qui est écrit dans le dernier paragraphe là, de la slide en bleu, c'est vraiment tous les plans, programmes et projets qui sont soumis à évaluation environnementale. Voilà. Et donc l'idée globale, c'était vraiment en fait finalement de mener à bien des concertations sur des projets plans programmes qui n'auraient pas été soumis à un débat public, mais dans lesquels effectivement, comme l'a pu montrer le barrage de Sivens ou d'autres événements où il y a eu des contextes très tendus, où il était quand même très opportun de désamorcer les potentiels conflits en amont. Alors, les textes d'application, donc il y a eu effectivement donc d'abord cette ordonnance en 2016, et puis ensuite donc tout ça a été décliné, notamment dans une charte de la participation du public qui a été produite par le CGDD, donc que vous pourrez retrouver sur leur site internet. Donc c'est le site du ministère, mais sur la page du CGDD. Sinon, on pourra vous la renvoyer, qui était plutôt destinée en fait aux maîtres d'ouvrage, donc plutôt sur le volet projet. Il n'en reste pas moins qu'elle reste importante puisque elle décline un certain nombre de principes sous-jacents à la participation du public. On a ensuite donc pour le volet réglementaire, ce qui nous intéresse d'autant plus, c'est le décret du 25 avril 2017 qui va reprendre en fait et détailler vraiment toute la procédure telle qu'elle a été pensée. Et puis pour finir, un petit point de vigilance. À noter qu'en mars 2018, on a eu donc un projet de loi de ratification et une loi en fait de ratification de l'ordonnance de 2016 dont je vous parlais. Donc c'est la loi du 3 mars 2018 qui a en fait introduit, qui a en fait introduit des modifications, donc notamment le passage de 2 à 4 mois pour le délai de mise en consultation de la déclaration d'intention, mais j'y reviendrai en détail tout à l'heure. Alors, le focus, oui, sur le droit d'initiative. Donc, le droit d'initiative, je vous en ai parlé précédemment. Donc, en fait, lorsque j'ai parlé du fait que le législateur avait l'intention d'introduire un droit dans le domaine de l'environnement, dans le champ de l'environnement, donc de l'introduire et de le confier surtout auprès des citoyens. Donc ce droit, justement, on l'a appelé droit d'initiative et il permet en fait
il permet à tout citoyen de saisir, on va dire, la personne publique responsable d'un projet, plan, programme, ou bien de saisir la CNDP pour l'organisation effectivement d'une concertation préalable. Voilà, donc c'est un droit fondamental. Comme je l'ai dit, il a été créé en 2002, donc en même temps que la concertation, la CNDP a été rendue autorité administrative indépendante. Et au départ, à noter qu'il ne concernait qu'un petit nombre en fait de projets et qu'il ne concernait qu'une partie de la population. Aujourd'hui, il a été vraiment ouvert aux collectivités territoriales, aux associations et également aux citoyens dans une certaine mesure. Là encore, je détaillerai ça très prochainement. Pardon. Voilà, donc il permet de saisir la CNDP ou le préfet concerné pour organiser donc une procédure de débat public ou de concertation avec garant. Et donc tout cela en fait permet à la CNDP de se voir attribuer une nouvelle compétence qui rejoint en fait cet octroi du droit d'initiative. En parallèle, la CNDP qui va être vraiment l'instance qui va gérer donc cette concertation préalable, eh bien va créer et gérer un système de garants pour la concertation préalable. Donc, en fait, c'est une liste de garants qui sont répertoriés sur le site de la CNDP, donc vous pouvez aller consulter à tout moment, et parmi lesquels, en fait, la CNDP va choisir, ou bien le maître d'ouvrage va pouvoir choisir lorsqu'il a besoin qu'un garant, en fait, intervienne sur son territoire. Voilà, donc un garant qui assurera le bon déroulement de la procédure de concertation préalable. Donc, Monsieur Heinemann, qui est garant auprès de la CNDP, reviendra très longuement tout à l'heure sur le rôle attendu d'un garant. Alors, toujours sur le droit d'initiative, donc je vous ai indiqué que ce droit d'initiative avait été élargi depuis 2002 à d'autres publics. Donc, au départ, il concernait en fait que les collectivités et les associations. Aujourd'hui, en vertu du L121 pardon, -19 du Code de l'environnement. Il concerne donc trois cas possibles. Dans trois cas, on peut en fait faire usage de notre droit d'initiative. Donc une collectivité territoriale, lorsque son territoire est compris en tout ou partie dans celui qui est défini par la déclaration d'intention. Donc j'y reviendrai tout à l'heure, mais globalement, là on parle d'un SAGE, donc dans le périmètre du SAGE. Une association agréée au niveau national ou au niveau régional ou départemental, ou bien plusieurs associations. Et dernier point, 20% de la population recensée dans les communes qui sont concernées par le SAGE, ou bien 10% lorsqu'on parle d'un département ou d'une région. Voilà, donc ça, c'est les conditions qui doivent être remplies pour utiliser le droit d'initiative. Je reviendrai bien sûr dans la troisième partie sur quand est-ce que le public a intérêt à faire usage de son droit d'initiative, à quel moment. Voilà, donc là, si vous en êtes d'accord, on va passer à la troisième partie de la présentation. Donc, on a globalement vu ce qu'était la concertation préalable, d'où elle venait, quels sont les grands principes sous-jacents. Donc là, on va rentrer vraiment dans le dur avec comment a été pensée finalement la concertation préalable pour les sages et pourquoi est-ce qu'ils y sont soumis. Donc là, c'est la première slide là, qui est sous nos yeux. Donc, la base législative, eh bien, les sages sont soumis à la concertation préalable en application du L121-15-1, puisque les sages constituent des plans programmes, donc en l'occurrence un plan, qui est soumis à évaluation environnementale en vertu du L122-4 du Code de l'environnement. Donc, cela me permet d'ailleurs de dire que les sages sont soumis à cette procédure à la fois en phase d'élaboration, mais également en phase de révision, puisque en révision, l'évaluation environnementale est systématique et obligatoire. Pour la modification, elle n'est pas systématique, c'est vraiment du cas par cas. Donc là, c'est l'autorité environnementale qui pourra se prononcer et dire si oui ou non il faut refaire une évaluation environnementale et donc, le cas échéant, une concertation préalable. Voilà. Et puis parce que plusieurs services nous ont posé la question de pourquoi est-ce que les sages finalement qui sont des documents et puis des dispositifs qui sont vraiment soumis à la concertation pendant 5, 6, 7 ans, pourquoi est-ce qu'il était opportun de rajouter finalement une nouvelle phase de concertation? Eh bien la réponse en fait est assez simple. Les sages n'avaient pas
au contraire des SDAG d'ailleurs, n'avaient pas en fait de procédure vraiment très à l'amont qui permettait justement d'orchestrer vraiment une concertation avec le public sur les grandes orientations et les grands objectifs du dispositif. Voilà, donc la réponse est celle-ci. Voilà pourquoi les sages sont rentrés en fait dans le champ vraiment de la concertation préalable. Oula, ok, c'est bon. Donc, avec cela étant dit, donc avec le groupe national de travail sur les sages, donc on a travaillé, je pense, depuis la mi-2018 sur en fait comment on allait introduire cette procédure de concertation préalable qui tombait un peu par surprise, hein, puisque comme j'ai pu l'introduire, c'était vraiment une réforme très globale qui touchait tous les plans, projets, programmes et pour lesquels finalement, pour laquelle on n'avait pas forcément réfléchi en amont à l'adaptation qui serait celle en fait dans la procédure de SAGE. Donc on a pris vraiment ce chantier à bras le corps et puis on s'est questionné techniquement hein, sur bien comment introduire dans une procédure qui était déjà maîtrisée cette nouvelle phase sans compliquer le travail, enfin sans compliquer, on va dire, c'est inévitable malheureusement, mais sans alourdir vraiment le travail à la fois des clés, des animateurs de SAGE, des services également de l'État. Et puis aussi pour la rendre la plus opportune possible. Donc les discussions ont donné lieu à cet organigramme que vous connaissez bien, qui rappelle simplement les différentes étapes d'élaboration du SAGE, avec les différentes phases de consultation, etc. Et donc il en est venu comme conclusion que la procédure de concertation préalable pouvait porter de manière assez stratégique, en fait, justement, sur le cadre stratégique du SAGE. Donc, pour rappel, effectivement, il y a l'élaboration après l'état initial de scénarii à la fois d'évolution et de scénarii tendanciels sur le territoire. Et puis, au bout d'un certain moment, le choix d'une stratégie, le choix d'un scénario et d'une stratégie pour le territoire. Voilà. Et donc, c'est sur ce choix-là, une fois la stratégie déterminée par la clé, qu'il nous semblait le plus opportun de faire porter et de faire démarrer la phase de concertation préalable avec le public, avec l'idée qui était celle d'avoir des documents finalement facilement consultables par le public sur les grandes orientations et les grands enjeux qui étaient celles du SAGE et auxquels finalement la clé avait déjà réfléchi quand même de longue date et sur lesquels elle était en mesure de fournir vraiment déjà des documents assez bien ficelés ou en tout cas des documents pédagogiques avec les grandes lignes qui étaient celles du SAGE pour le territoire. Voilà, donc ce que j'ai peut-être pas précisé, mais qui est rappelé en fait aussi dans la fiche méthodologique qu'on vous enverra après cette webconférence qui rappelle tout ça. La concertation préalable, elle porte vraiment sur les grandes orientations, les grands enjeux et puis les impacts sur l'environnement. Donc en fait, c'est à ce moment-là que la clé a déjà bien réfléchi à tout ça et donc qu'elle peut démarrer cette phase de concertation préalable. Alors, les modalités de mise en œuvre, donc c'est l'organigramme qui est sous nos yeux, qu'on a aussi élaboré donc avec le groupe de travail sur les sages. Donc cet organigramme, il a vocation à être décisionnel et à permettre à l'animateur, mais aussi à la clé, et puis surtout aux préfets compétents, hein, de choisir quelle option il souhaite engager pour son SAGE. Donc à noter que la loi a été écrite de manière assez, on va dire, floue, ou en tout cas en permettant, en laissant une certaine marge de manœuvre aux acteurs pour leur permettre vraiment de mener à bien la forme de concertation qui les intéressait le plus au vu de leur état d'avancement et de leurs enjeux. Donc il y a deux possibilités comme vous le voyez. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que la personne publique responsable du SAGE, donc c'est le préfet compétent de la procédure, souhaite-t-elle organiser directement ou non une concertation préalable? Donc la première réponse possible, c'est oui. Alors je vais partir sur cette première option et puis je détaillerai la deuxième ensuite. Donc le préfet compétent avec ses services dit oui, nous voulons organiser cette concertation préalable directement. Donc bien évidemment, dans les faits, c'est souvent la clé et l'animateur SAGE hein,
qui y ont réfléchi en amont et qui soumettent leur volonté. Donc l'option numéro 1, donc on organise une concertation à ce moment-là avec un garant. Donc une concertation qui est décrite et définie par les articles L121-16 et L121-16-1 du Code de l'environnement, donc avec deux critères très importants sur lesquels on ne peut absolument pas transiger, c'est le fait de recourir à un garant et donc de saisir la CNDP qui va désigner un garant pour le sage concerné. Et la deuxième chose, c'est les délais, avec effectivement un délai de 15 jours à 3 mois maximum pour la concertation préalable du public. À noter que le fait qu'il y ait un garant sur le territoire suppose également que les modalités de concertation soient décidées à la fois par les acteurs donc du SAGE, mais en même temps par le garant effectivement qui se porte bien évidemment garant du bon déroulement de la procédure et qui a donc un rôle important de conseil. Voilà. Et donc si on choisit cette option-là, eh bien on mène la concertation préalable, on récolte les observations formulées par le public, ce qui donne lieu ensuite à un rapport qui est rédigé par le garant et qui est rendu public ensuite dans un certain délai que M. Heinemann vous rappellera sûrement tout à l'heure. La deuxième option, qui est offerte par la loi, c'est de ne pas organiser une concertation préalable directement. Alors je vais expliquer ce que j'entends par là. C'est-à-dire qu'en fait, la structure et puis l'animateur ainsi que la clé et le préfet disent eh bien non, au vu des enjeux qu'il y a sur notre territoire, ou alors au vu de notre état d'avancement sur la phase d'élaboration du SAGE, il ne nous semble pas opportun d'organiser des réunions publiques ou de mettre à disposition tous les documents à ce moment-là, parce que effectivement les enjeux ne le justifient pas. Et donc à ce moment-là, la clé toujours avec l'animateur, hein, on va se poser la question de savoir si elle souhaite définir quand même des modalités de concertation qu'on va appeler des modalités propres de concertation, ou bien si elle ne souhaite absolument pas définir de modalités de concertation. Donc là, il y a deux choix possibles. La première option, donc c'est le non. Donc à ce moment-là, c'est l'option numéro 2-A. Donc, de manière concertée, on en vient à la conclusion qu'on ne souhaite pas faire de modalités propres de concertation, mais qu'on souhaite en fait faire simplement une déclaration d'intention sans modalité propre de concertation. Une déclaration d'intention, en fait, c'est tout simplement un courrier, une note signée du préfet, j'y reviendrai tout à l'heure, qui indique en fait quand le sage a été prescrit, quand est-ce que le périmètre a été élaboré, par qui, quelles sont les communes concernées, et puis le fait que la personne publique compétente ne souhaite pas consulter le public sur ces premiers enjeux qui ont été définis. Donc à ce moment-là, cette déclaration d'intention est publiée pendant 4 mois, donc là ce délai est vraiment obligatoire, sur le site internet de la préfecture, mais aussi du SAGE, le cas échéant. Et pendant ce délai des 4 mois, justement, un droit d'initiative est offert au public. Donc, le droit d'initiative, comme je vous l'ai exposé précédemment, va permettre au public de se saisir, s'il le souhaite, de ce droit et de demander au préfet d'organiser tout de même une concertation préalable dans les règles. Et donc là, on revient à l'option numéro 1, finalement. Donc, à ce moment-là, si le public fait usage de son droit d'initiative, c'est la petite flèche oui, donc le préfet est saisi. Et alors, à ce moment-là, le préfet a toute latitude, en fait, de donner suite à cette saisine du public ou bien de continuer la procédure comme si, finalement, de rien n'était et de ne pas donner suite à la saisine du public. Ou alors, dans le cas où le public ne ferait pas usage de son droit d'initiative pendant les 4 mois, eh bien, à ce moment-là, l'élaboration du SAGE peut continuer de manière classique sans organiser une quelconque concertation. Il y aura bien ce délai des 4 mois quand même qui sera passé. Et donc là, j'en viens pour finir à la dernière option. La dernière option, donc c'est la 2B. Donc la 2B, comme je vous l'ai dit, c'est la dernière option qui permet en fait de définir des modalités, on va dire propres, de concertation préalable. Donc là, en fait, on n'a ni choisi l'option 1 ni l'option 2A. Ce qu'on dit, c'est que, ok, on va faire une déclaration d'intention pendant 4 mois également. Mais dans cette déclaration d'intention, on prévoit quand même des modalités, on va dire, à minima,
qui permettent en fait de dire, ben, nous on organisera à l'issue des 4 mois une toute petite concertation, on va dire, dans laquelle on aura choisi librement les modalités. Donc il n'y a pas d'intervention de garant, c'est vraiment des modalités propres et voilà, dans lesquelles on va dire le public sera quand même concerté à ce moment-là, à ce moment donné, mais ce sera bien évidemment à l'issue des 4 mois. Et pendant ces 4 mois, finalement où il n'y a aucune concertation qui se passe, le public a toujours ce droit d'initiative. Et donc si les modalités à minima ne lui conviennent pas, il a toujours la possibilité de recourir à son droit d'initiative et de demander la mise en place d'une concertation préalable dans les règles. Et donc on rejoint encore une fois l'option numéro 1 si c'est ça qui se passe. Voilà. Donc ça c'est les 3 options possibles. Alors, la déclaration d'intention, donc je vous en ai parlé dans les options 2A et 2B. Donc, lorsqu'on ne souhaite pas recourir à une concertation préalable directement. Donc, quel est le contenu et le format de cette déclaration d'intention? Parce qu'on a eu beaucoup de questions des services notamment. Alors, la loi écrit ceci. La déclaration d'intention, finalement, elle correspond à un acte, finalement, à l'acte qui prescrit l'élaboration du plan ou du programme. À ce moment donné-là, lorsqu'il y a cet acte, celui-ci peut valoir déclaration d'intention. Alors, la subtilité qui est quand même très importante, c'est que cet acte, il doit avoir été fait après le 1er janvier 2017, puisque c'est à ce moment-là qu'est rentré en vigueur, en fait, les modalités de l'ordonnance de 2016. Alors le souci qui se pose donc pour les sages, c'est que on n'a pas vraiment finalement un acte qui, déjà c'est le premier souci, qui prescrit l'élaboration du sage, même si pour avoir consulté nos services juridiques, l'arrêté préfectoral qui permet de délimiter le périmètre du sage peut valoir effectivement déclaration d'intention, à condition bien évidemment qu'il précise ce qu'on verra par la suite, mais notamment quand il y a des modalités propres de concertation, qu'il précise bien eh bien il y a des modalités à minima, ou bien qu'il n'y a pas de modalité qui a été choisie qui a été définie pour cette concertation préalable. Voilà, donc quand l'acte est antérieur au 1er janvier 2017, il ne vaut pas déclaration d'intention. Donc en fait, pour beaucoup de sages, en cours d'élaboration, on est plutôt dans le cas où on est avant le 1er janvier 2017. Et donc à ce moment-là, si on est avant le 1er janvier 2017 pour le périmètre, eh bien il faut faire un courrier ou une note tout simplement qui est signée par le préfet et qui vaudra déclaration d'intention, dans laquelle on va aller détailler ce qui est prévu dans le L212-18. Donc, je vous invite à vous y reporter, mais tout cela est bien précisé dans la note méthodologique qu'on a faite, qui va donner un certain nombre d'items obligatoires qu'on doit retrouver dans la déclaration d'intention. Donc ensuite, les modalités de publication et de publicité de la déclaration d'intention, j'en ai un peu parlé, donc j'y reviendrai pas en détail. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est vraiment ça du détail et ça reprend les articles réglementaires qui sont repris dans la note méthodologique. Alors, pour passer donc assez vite sur les sages en fin d'élaboration, il y a toujours le souci de la souris. Sur les sages en fin d'élaboration, je vais y arriver. Voilà. Alors, donc là encore pour aller très vite, donc les sages en fin d'élaboration n'ayant pas fait l'objet d'une enquête publique, puisqu'effectivement l'obligation qui est donnée par la loi, c'est que cette concertation préalable finalement, elle peut intervenir, on va dire à tout moment. C'est un peu une souplesse qui est laissée par la loi, mais à condition, alors là c'est vraiment juridiquement obligatoire, qu'elle se fasse avant enquête publique et également avant consultation de l'autorité environnementale sur le rapport environnemental. Donc en fait, on a eu plusieurs cas de sages qui étaient en fin d'élaboration ou de révision et dont les objectifs et orientations ne pouvaient plus vraiment être débattus. C'est-à-dire que la CNDP avait été saisie tout de même par le sage en question pour qu'un garant soit nommé, mais la CNDP a jugé la procédure qu'elle intervenait trop tardivement
et que finalement, il n'était pas du tout opportun de faire une concertation préalable, donc avec des réunions publiques, etc., à ce stade-là. Et donc, automatiquement, il fallait choisir l'option numéro 2, qui était la seule possible, avec un choix entre l'option 2A et l'option 2B. Voilà, c'est simplement qu'on a eu le cas, donc je préfère vous le repréciser. Et pour les sages qui sont en cours d'élaboration, donc dans un cas idéal, hein, vraiment, où on est vraiment en début d'élaboration, là, le choix, eh bien, il se fait finalement en fonction des souhaits et puis des moyens à disposition. Alors, on passe très rapidement aussi donc sur la partie numéro 4. C'était simplement des petits retours d'expérience, mais étant donné que vous allez en avoir deux par ailleurs, je vais les préciser très rapidement. Donc, il y avait le stagiaire sur le bassin Seine-Normandie, donc avec un contexte qui est le sien, périmètre adopté en 2012, et des processus participatifs intéressants qui avaient été mis en place. Donc, notamment des lettres de communication sur le sage, des actions de sensibilisation du grand public, et puis la réalisation de classes d'eau qui touchaient effectivement les scolaires. Alors cet exemple-là, je ne voulais pas préciser, mais avait fait le choix d'une déclaration d'intention dans laquelle justement on précisait que tous ces processus participatifs avaient été finalement mis en œuvre pendant toute la phase d'élaboration du SAGE et qu'il ne semblait pas opportun de réintroduire finalement une nouvelle phase directe de concertation avec le public. Voilà, donc ça c'était une première forme. On a eu également le sage Kroult du bassin Seine-Normandie qui avait fait le même choix d'une déclaration d'intention dans lequel il reprécisait tout ce qui avait été mis en place en termes de concertation du public. Voilà, donc vous pourrez vous y référer. Également le sage Camargue-Gardoise, donc sur RMC, là aussi, hein, qui avait reprécisé des ateliers qui avaient été mis en place, de concertation, des avis qui avaient été rendus. Voilà, donc une concertation qu'ils avaient jugée suffisante. Et puis, là, sur l'autre option, donc l'option numéro 1, où on organise directement une concertation, là, on a eu en fait les premiers sages, on va dire, de France qui se sont lancés vraiment dans la phase de concertation préalable. Ensuite, il y en a eu d'autres, mais vous avez donc le sage Vallée de la Garonne qui interviendra juste après, et puis également le sage Dauphiné Plaine de Valence, qui était en révision et qui a également fait le choix, si je ne me trompe pas, hein, qui était en révision, qui a fait le choix effectivement de se lancer également dans cette phase vraiment avec le public. Voilà, et puis pour conclure, les pistes d'amélioration de cette procédure de concertation préalable, puisqu'on s'est bien rendu compte en fait avec le groupe de travail sur les sages que le premier travail finalement c'était d'introduire et d'appuyer les services dans cette nouvelle phase qui était vraiment nouvelle et qui était quand même assez cadrée d'un point de vue réglementaire. Donc ça a été notre premier travail. Ça a donné lieu à une annexe méthodologique qu'on vous renverra par la suite, avec notamment une FAQ qui détaille vraiment toutes les questions qui nous sont remontées pendant quelques mois. Et puis aujourd'hui, en fait, maintenant que plusieurs sages se sont vraiment lancés dans cette procédure, ce qu'on voit en fait apparaître, c'est un besoin de bonnes pratiques en la matière pour mener une véritable concertation en fait avec le public et pour éviter que cette nouvelle phase ne soit finalement qu'une procédure supplémentaire dans laquelle eh bien, le public ne réagit pas forcément ou dans laquelle on ne déploie pas les bons outils pour avoir vraiment des interactions sur le terrain. Voilà. Donc il y a besoin, on en est bien conscient, de retour d'expérience sur le sujet, donc c'est le cas aujourd'hui, mais également ce qu'on souhaite faire plus largement, c'est vraiment réintroduire les sciences humaines et sociales, on va dire, au cœur du dispositif, auprès des animateurs de stage également, qui ne viennent pas forcément de ce domaine-là, pour effectivement faire en sorte que ces démarches soient beaucoup plus pertinentes sur le terrain, avec diverses formes hein, de participation qui sont rappelées dans la flèche en violet. Voilà, et puis des outils qui seront également rappelés ou soit déjà développés, soit qui seront développés dans un futur proche en fonction des besoins qui nous seront remontés par la communauté sage, mais aussi plus globalement les acteurs de l'eau. Voilà, donc j'en ai fini pour ma présentation. Vous avez, pour aller plus loin, les deux documents, on va dire un peu fondamentaux. Donc à la fois le guide national sur les sages, donc le livre 1 qui est à jour, puisque les deux autres livres 2 et 3 sont à paraître en 2020. Et puis l'annexe 11, concertation préalable et sages, qui est en fait l'annexe
au guide, hein, voilà, qui reprend vraiment tout ça dans le détail et qui est beaucoup plus détaillé. Voilà, donc on vous l'enverra suite à cette présentation. Voilà, merci beaucoup et désolée, j'ai pris beaucoup de temps.